Monsieur le Président, merci de votre écoute et merci de votre confiance. Chers collègues, chers amis, effectivement, je souhaitais cet après-midi vous éclairer, si c'était nécessaire, bien sûr, sur les conséquences géopolitiques de l'hiver démographique en Europe. Parce qu'évidemment, on a souvent tendance à penser que les évolutions démographiques seraient déconnectées des évolutions économiques, géopolitiques ou sociales, alors qu'en fait, elles sont, comme je vais essayer de vous montrer, en interaction permanente. Donc dans ce dessin, il s'agit de comprendre combien les multiples facettes de l'hiver démographique ont des effets géopolitiques. Et pour cela, je vous propose d'examiner ce point au regard de la grille des lois de géopolitique des populations telles que j'ai pu les formuler dans de précédents ouvrages. Dans ce dessin, je vous propose donc un plan en 3 parties. D'abord, nous examinerons la question de la loi géopolitique du nombre et ce qu'elle signifie face aux évolutions démographiques de l'Union européenne. Puis nous examinerons le mouvement naturel qui doit être regardé au regard de ce que j'appelle la loi de Langer. Et enfin, nous examinerons en 3e point le mouvement migratoire qui, lui, doit être étudié au regard à la fois de la loi d'attirance migratoire et de la loi géopolitique des diasporas. Donc c'est vrai que l'Union européenne bénéficie néanmoins d'un certain nombre d'éléments de vitesse acquise qui peut expliquer que son évolution démographique soit moins accentuée à la baisse que ce que l'on aurait pu imaginer, mais ceci est lié aux logiques de longue durée propres à la démographie. En effet, globalement, lorsqu'on regarde la situation, le positionnement, je dirais, démographique de l'Union européenne au sein de la planète, il n'est a priori pas nécessairement mauvais, dans la mesure où la population de l'Union européenne à 27, donc depuis le Brexit, à 27 au lieu de 28 auparavant, reste au plan quantitatif une force significative, puisque dans le classement du monde, il y a bien sûr devant les 2 pays milliardaires, donc aujourd'hui l'Inde qui a dépassé la Chine, comme vous le savez. Ensuite, il y a bien sûr les États-Unis, mais l'Union européenne à 27 représente une population plus nombreuse que celle des États-Unis. Donc on pourrait penser qu'au regard de la loi du nombre, l'Union européenne n'est pas dans une position négative compte tenu de son rapport relatif de population par rapport au reste du monde. Maintenant, si l'on examine la question de la dynamique, le regard devient totalement différent, dans la mesure où le poids démographique relatif de l'Union européenne à 27 ne cesse de diminuer dans le monde et semble appelé à diminuer selon les projections moyennes. Donc cela veut dire que les pays de l'Union européenne vont avoir plus de difficultés à valoriser ce qu'ils sont compte tenu d'un poids relatif en diminution. Et ceci pose notamment 2 questions. On pourrait en évoquer d'autres, mais je voudrais signaler 2 points qui me paraissent intéressants, sachant que les perspectives tendancielles, comme vous les voyez ici, annoncent une diminution de la population de l'Union européenne, que ce soit sans migration ou avec migration, et sachant que ceci contraste avec une croissance démographique mondiale qui, a priori, pourrait continuer d'augmenter au moins dans les prochaines décennies. Donc les 2 questions que je voulais évoquer, c'est d'abord la question de la présence de certains pays de l'Union européenne au sein de l'ONU, c'est-à-dire précisément la présence de la France au sein de l'ONU, avec son siège de membre permanent au Conseil de sécurité avec droit de veto.
Donc si l'on regarde l'évolution des poids démographiques dans le monde, cela va être de plus en plus difficile pour la France de justifier ce statut de membre permanent compte tenu d'un poids démographique relatif qui diminue, alors que d'autres pays qui n'ont pas de siège permanent au Conseil de sécurité prennent une importance démographique extrêmement significative. C'est évidemment le cas de l'Inde, c'est le cas du Brésil par exemple, et c'est le cas d'autres pays africains notamment. Donc voilà comment se pose déjà la question de cet hiver démographique dans le cadre d'une réorganisation de l'ONU ou d'une contestation du système de l'ONU tel qu'il a été mis en place en 1945. Deuxième élément, la question de l'élargissement. Nous savons en effet que l'Union européenne a déployé toutes ces dernières années une stratégie d'élargissement qu'elle continue de poursuivre. Alors, quand je dis l'Union européenne, c'est vrai que c'est sous l'influence de la Commission, mais il faut bien constater que les pays européens ont accepté ces différents élargissements et ont accepté aussi de donner le statut de pays candidat à un certain nombre de pays, statut qui s'accompagne d'ailleurs de financements importants, et c'est la raison pour laquelle les pays souvent réclament ce statut, parce que s'il a des conséquences financières directes dans leurs ressources. Et parmi ces pays qui ont un statut de pays candidat, il y a, comme vous le savez, la Turquie. Or, aussitôt se pose le problème, c'est-à-dire à supposer que ce statut de pays candidat se transforme en un pays qui deviendrait membre de l'Union européenne, eh bien, vous voyez quelles sont les perspectives. C'est-à-dire que la Turquie, il y a déjà plusieurs années, est devenue plus peuplée que le Royaume-Uni, que la France, et la Turquie est en train donc de dépasser la population de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'une Union européenne qui intégrerait la Turquie serait une Union européenne dont le pays le plus peuplé serait la Turquie. Ce qui aurait évidemment des conséquences, d'une part, en ce qui concerne tous les votes à la majorité qualifiée, puisque c'est évidemment la Turquie qui aurait le pourcentage de voix le plus important, et deuxièmement, ce qui aurait des conséquences aussi au Parlement européen, puisqu'il faudrait évidemment distribuer des sièges parlementaires à la Turquie, et ce qui lui donnerait un poids significatif au Parlement européen. Je dirais un poids d'autant plus significatif que non seulement la Turquie aurait ses propres sièges au Parlement européen, mais il n'est pas impossible aussi qu'il y ait dans les autres pays comme l'Allemagne des parlementaires d'origine turque, et ceci poserait le problème des diasporas sur lesquels je reviendrai. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, face à la loi du nombre, la situation de l'Union européenne interroge à plusieurs plans. J'en arrive donc à ma deuxième partie qui consiste à examiner le mouvement naturel, c'est-à-dire l'évolution des naissances et des décès au sein toujours de cette Union européenne à 27. Donc le phénomène majeur, c'est que l'Union européenne est entrée en dépopulation depuis 2012, c'est-à-dire qu'elle a désormais chaque année plus de naissances que de décès. Ceci est la conséquence d'une fécondité d'hiver démographique. Je rappelle que ce concept d'hiver démographique que j'ai élaboré signifie qu'un pays se trouve avec une fécondité inférieure au seuil de remplacement des générations pendant une durée significative. Or, aujourd'hui, l'Union européenne est en hiver démographique depuis le milieu des années 1970, certes par effet de vitesse acquise. Vous voyez que pendant un certain temps, le nombre de naissances a été supérieur au nombre de décès, mais ce n'est plus le cas depuis 2012. Et donc depuis 2012, nous avons une évolution totalement différente entre les naissances qui continuent de baisser. Alors, elles continuent de baisser d'une part parce que la fécondité elle-même est restée très basse, autour de 1,5 enfants par femme, et puis compte tenu des logiques de longue durée de la démographie, nous arrivons maintenant dans l'Union européenne avec des générations en âge de procréation qui sont en diminution.
Donc l'addition de ces deux facteurs, faible fécondité, génération en âge de procréation diminuant, engendre un nombre de naissances lui-même en diminution. En revanche, le nombre de décès augmente. Alors, il a effectivement particulièrement augmenté ces dernières années à cause de la pandémie Covid, mais si on élimine la surmortalité liée à la pandémie Covid, nous avons clairement une augmentation du nombre de décès qui est liée tout simplement à la gérontocroissance, c'est-à-dire à des arrivées à des âges avancés de générations plus nombreuses, nées pendant le renouveau démographique d'après-guerre, et qui sont donc, compte tenu de leur âge, à risque de mortalité plus élevé. Donc vous voyez cette tenaille démographique qui fait que l'Union européenne a changé de trajectoire démographique, surtout depuis 2012. Alors, s'il fallait illustrer de façon encore plus concrète cette évolution démographique, eh bien, il faudrait regarder la pyramide des âges que vous voyez ici. Donc, elle a désormais la forme d'un ballon de rugby, donc absolument pas une forme pyramidale, hein, c'est-à-dire logiquement dans la partie haute de la pyramide, des générations qui sont moins nombreuses, puisque l'avancée en âge entraîne des risques de mortalité, comme je viens de le dire, et puis dans la partie basse, des générations qui chaque année sont de moins en moins nombreuses. Donc cela signifie clairement que l'Union européenne évolue vers une contraction de sa population active, et comme dans tout pays, qu'on le veuille ou non, la création de richesses, elle est quand même corrélée aux effectifs de la population active. Donc quand vous avez une population active qui diminue, les risques de création de richesses moindres augmentent, et à partir du moment où vous avez moins de création de richesses, eh bien inévitablement, vous disposez de moins de moyens, tant pour le hard power, donc en gros les dépenses et les investissements en matière de défense nationale, que pour le soft power, donc je dirais les investissements en influence culturelle ou sur les autres pays. Et puis bien entendu, vous avez un autre phénomène aussi qui s'exerce, c'est qu'à partir du moment où vous avez cette pyramide des âges en ballon de rugby, eh bien les générations mobilisables en cas de besoin et en cas de conflit ouvert s'avèrent inévitablement moins nombreuses. Donc clairement, vous voyez que cette fécondité démographique a des conséquences géopolitiques directes. J'en ajouterai une autre, c'est l'état d'esprit des populations face à un risque de guerre. Bien entendu, toute famille et tout être humain n'a pas envie que ses proches soient tués à une guerre. Mais ceci est encore plus difficile quand vous avez des familles peu nombreuses, parce qu'une famille nombreuse peut moins mal, j'irais, supporter qu'un de ses enfants meurt dans le cadre d'un conflit. À partir du moment où vous avez des familles peu nombreuses, et souvent d'ailleurs des familles avec un seul enfant, c'est insupportable de penser que son seul enfant risque de mourir dans le cadre d'un conflit qui serait ouvert. Donc nous sommes aussi dans cette situation où la moindre acceptation des risques de décès sont inhérents et à cette évolution de la sociologie des familles au sein de l'Union européenne. Troisième élément que je veux évoquer, c'est la question du mouvement migratoire. Et à cet égard, il nous faut examiner à la fois les lois d'attirance et la loi des diasporas. Donc clairement, nous sommes dans une situation qui s'est modifiée au fil de ces dernières décennies, c'est-à-dire que désormais, dans la dynamique démographique de l'Union européenne, le mouvement migratoire est d'abord devenu supérieur au mouvement naturel, c'est-à-dire la croissance démographique est portée davantage par l'attraction migratoire que par l'excédent des naissances sur les décès. Et pour ces dernières années, la croissance démographique de l'Union européenne ne tient qu'à l'excédent migratoire, puisqu'il n'y a plus d'excédent naturel, puisqu'il y a plus de décès que de naissances. Donc c'est un contexte absolument fondamental qui s'est modifié, où
la démographie de l'Union européenne n'est plus portée que par les apports migratoires, que ce soit direct ou même indirect, à travers les populations qui ont des enfants au sein de pays européens, sachant que, je voudrais rappeler mon postulat, l'immigration ne rend pas stérile. Donc les immigrés qui arrivent en Union européenne sont aussi des personnes, ce qui est tout à fait leur droit, qui peuvent avoir des enfants. Or, qu'est-ce que l'on constate face à cette réalité aujourd'hui, donc d'une dynamique démographique portée par la dynamique migratoire? C'est d'abord en matière d'intégration que l'intégration des populations issues de l'immigration, en moyenne, est insatisfaisante. Alors, elle est insatisfaisante, d'abord, ça se lit déjà dans les résultats scolaires, à travers notamment certaines attitudes culturelles qui ne sont pas favorables à des résultats scolaires suffisants pour des populations issues de l'immigration. Je vous renvoie un certain nombre de livres à ce sujet. Des difficultés aussi d'intégration avec certains territoires où l'on a des concentrations d'immigration, ce qu'on a appelé donc les territoires perdus de la République. Et pardon si j'ai fait une faute de frappe sur ce document. Et puis on peut plus généralement parler d'un certain laxisme du pays d'accueil en matière éducative. Nous avons là aussi sur ce sujet un certain nombre de livres qui l'expliquent de façon extrêmement claire. Donc, intégration non suffisante. Deuxièmement, un certain nombre de violences et de montée de l'insécurité interne, dont on ne peut qu'objectivement constater qu'elle est liée à cette absence d'intégration, puisqu'il suffit de regarder le pédigré des personnes qui sont fautifs des violences en question. Vous voyez que c'est un phénomène que l'on constate toutes les semaines. Quelles sont les conséquences géopolitiques de cette situation et de cette insuffisante intégration? Eh bien, la première conséquence, c'est que nous voyons que tant l'État que les collectivités territoriales doivent de plus en plus investir massivement dans des moyens de sécurité interne, qu'il s'agisse de la police, qu'il s'agisse de la gendarmerie, qu'il s'agisse de la justice. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 40% des occupations des tribunaux qui relèvent des problèmes liés à l'immigration. Et puis, vous avez vu ces dernières années combien les communes ont été obligées d'investir dans des polices municipales de plus en plus dispensieuses, parce qu'il a fallu créer des polices de nuit, puis des polices de jour, puis des polices de nuit, puis des polices armées, etc. Et donc, tout ceci signifie que tous ces investissements en matière de sécurité interne ne sont pas disponibles pour l'innovation économique ou pour investir dans le hard power ou dans le soft power que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, nous avons d'une part ce phénomène un petit peu financier en quelque sorte, c'est-à-dire les budgets de sécurité interne ont pris une telle importance que cela limite les possibilités de soft power, mais en plus, nous avons la situation de nos dirigeants politiques qui doivent consacrer beaucoup de temps à essayer d'arriver à une concorde interne. Et donc le résultat, c'est que quand nos dirigeants politiques sont effectivement préoccupés et occupés à essayer de régler des problèmes internes, ils sont moins disponibles pour pouvoir œuvrer par des actions géopolitiques internes et valoriser la situation de leur pays. Et plus généralement, nous l'avons bien vu dans le cas de la France, combien l'image de marque de la France a été réduite par un certain nombre d'émeutes comme celle de 2005 ou celle de 2023. Et donc tout ceci, vous voyez, s'additionne pour faire en sorte que les moyens géopolitiques des pays de l'Union européenne s'amenuisent. S'ajoute donc un autre élément lorsqu'on regarde ces évolutions au prisme de la loi des diasporas.
c'est-à-dire en fait de personnes qui peuvent être très bien de nationalité française, qui peuvent être très bien d'une nationalité européenne, qui peuvent très bien se reconnaître dans leur identité française européenne, mais qui en même temps peuvent avoir des attachements affectifs, voire juridiques, avec leur pays d'origine ou le pays d'origine de leurs parents. En effet, qui dit immigration dit nécessairement existence de diaspora. Or, ces diasporas, nous sommes obligés de constater que même si elles ne sont pas nécessairement unies, même si leurs sentiments peuvent évoluer au fil du temps, elles sont parfois mobilisées par leur pays d'origine pour éventuellement nuire à leur pays de résidence, qui est souvent d'ailleurs leur pays de nationalité. Nous l'avons vu avec toutes les opérations de M. Erdogan essayant d'expliquer, venant en Europe, expliquer aux populations d'origine turque que s'assimiler et s'intégrer, ce serait un crime contre l'humanité, c'est la formule qu'il a utilisée, avec des résultats incontestables, puisque vous savez que le parti d'Erdogan, AKP, obtient des résultats plus favorables auprès des diasporas vivant en Europe qu'auprès des Turcs vivant en Turquie. Nous l'avons vu de la même façon avec la Tunisie, où nous avons eu les mêmes phénomènes avec les partis islamiques tunisiens qui ont eu des pourcentages de voix supérieurs auprès de la diaspora tunisienne, par exemple en France, qu'auprès des Tunisiens en Tunisie. Et puis, il y a aussi le fait que ces pays jouent et exercent des pressions sur leur diaspora pour qu'elle vote dans le sens qui leur paraît favorable. Donc je vous renvoie notamment à l'audition de l'ancien Premier ministre François Fillon auprès d'une commission parlementaire qui expliquait comment le pouvoir algérien poussait et encourageait de façon officielle un certain nombre de personnes de nationalité française mais d'origine algérienne à voter dans le sens qui était souhaitable pour Alger. Donc ces diasporas, elles peuvent être d'une part mobilisées par leur pays d'origine, mais elles peuvent aussi parfois tout simplement se mobiliser elles-mêmes et en fonction des événements qui peuvent se dérouler. Et leur mobilisation n'est pas nécessairement favorable au pays d'origine. Je pourrais citer par exemple les fameuses violences que nous avons eues à Lyon il y a quelques années entre les diasporas d'origine turque et les diasporas d'origine arménienne, notamment au moment où la ville de Lyon a voulu dresser un mémorial au génocide arménien, ce qui a entraîné là aussi encore des surcoûts de sécurité interne pour un pays comme la France. Donc c'est dans ce contexte que nous avons aussi des risques de communautarisme. Et effectivement, ceux qui étudient les résultats des élections nous ont bien montré que certaines diasporas semblent bien intégrées, dans la mesure où on voit que l'expression de leur vote correspond un peu à la moyenne du vote national, alors que d'autres diasporas ont des prismes politiques très forts que l'on a retrouvés notamment sur le nom de la candidature de M. Mélenchon ou de la France insoumise lors de ces dernières élections. Donc c'est dans ce contexte complexe que nous voyons des situations se créer. Et en même temps, je voudrais, avant de conclure, rappeler que même si j'essayais de présenter un certain nombre de problématiques qui concernent en fait tous les pays européens, même si la géographie et de leur diaspora peut être extrêmement différente selon les pays, il faut ajouter aussi que donc les conséquences géopolitiques peuvent être différentes selon la nature des diasporas et selon la nature des politiques publiques conduites, par exemple entre la Belgique et la France, entre les Pays-Bas et l'Allemagne, etc. Et donc il y a quand même une diversité de trajectoires démographiques. En conclusion, donc, je voudrais simplement préciser
que la géopolitique de l'Europe, de l'Union européenne et des pays membres de l'Union européenne, elle est à la fois dépendante d'une trajectoire démographique globale telle que je l'ai montré, mais aussi des trajectoires démographiques propres à chaque pays, mais qu'en tout état de cause et dans toutes les situations, nous avons bien un effet des lois géopolitiques des populations qui s'exercent en fonction des dynamiques propres à chaque territoire européen. Merci de votre attention.